Et le premier retour que j'ai eu, c'est non, les pieds doivent, enfin les mains doivent toucher le sol quand il est debout en fait. Donc je me dis oh là là, et il faut que ça fume de partout, il faut que ça. Alors, là, j'ai repris le truc, j'ai remis 2 gros bras énormes et le plus gros défi, ça a été de se dire ouais, comment il va se déplacer dans une pièce quoi. C'est impossible. Voilà, il va pas pouvoir passer les portes, il va être bloqué à la moindre tente, il va même pas pouvoir passer à travers. Enfin, et donc. C'est quoi cette idée de scénariste encore une fois? Voilà. Et donc je me suis dit un gorille. Voilà, un gorille. Donc quand je le dessinais, je dessinais un gorille d'abord, et ensuite je rajoutais les éléments anatomiques des prothèses en métal. Et en même temps, il n'a pas l'air animal, il a même l'air très intelligent, donc ça a dû être assez complexe, j'imagine, à équilibrer. Oui, enfin, comment dire, la description que j'avais, il fallait que ce soit un personnage qui ait l'air fou et cruel, vraiment fou et cruel. Donc la tête dans les épaules, le dos un peu courbé, toujours un peu essoufflé. Ouais, il fallait vraiment qu'on ait un personnage qui soit toujours en bout de souffle. Et ouais, donc on prend tous ces éléments-là en compte. Et ensuite, on essaye de sortir quelque chose qui soit le plus effrayant possible, parce que comme disait Jerry, le but c'est pas de faire de la violence gratuite qui va choquer les gens. Le but c'est d'installer un personnage que le lecteur puisse imaginer pouvoir défaire le Métabaron, qui est l'être le plus fort de l'univers. Donc il fallait au moins ça pour installer le personnage. Est-ce que vous vous contentez dans cette histoire de faire avant tout une histoire spectaculaire, une grande histoire, où il y a une volonté d'apporter un sens? Parce qu'en science-fiction, il y a les 2 écoles, il y a celle de Star Wars où on est presque dans l'heroic fantasy finalement, dans le plaisir de l'événementiel et éventuellement les sentiments très forts qu'on a avec les personnages et sur le sens de leur vie. Dois-je tuer mon père pour devenir un homme? Et puis il y a l'école de la science-fiction de 1984 qui est celle du récit politique, sociologique, etc. Évidemment, dans le Métabaron initial, ce genre de choses sont complètement absentes. Est-ce qu'il y a une envie d'aller plus vers ça, de dire des choses sur la société, ou on reste complètement dans la fantasmagorie quand même? En fait, mon but, c'est vraiment de raconter une histoire humaine, et c'est la base de tout, c'est le Métabaron, le personnage. Donc, parler de politique dans un truc qui se passe, je pense, dans 18 000 ans ou quelque chose comme ça, suivant les dates que j'ai vues, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Il le fait dans Dune. Pardon? Il le fait dans Dune. Oui, mais moi je parle de mon travail, et je crois pas que j'ai le talent de Frank Herbert. Et en fait, je voulais vraiment amener le premier diptyque, c'est une aventure du Métabaron, un peu comme on l'a connu dans ce qui a été fait précédemment. Il doit affronter un nouvel ennemi qui est un clone de lui-même. Le deuxième cycle, c'est celui de la destruction, où je détruis tout ce qui fait le Métabaron, y compris l'univers. Le troisième, c'est la Renaissance, le Métabaron ailleurs, qui en fait... J'ai pas réfléchi à ça, mais en fait, il arrive enfin dans mon univers plutôt que celui de Jodorowsky. Et le quatrième, c'est celui où il retourne dans son univers. Au moins, j'ai digéré qui il était. Je peux enfin l'utiliser, le faire. Enfin, je vais pas raconter la fin de l'histoire, mais là, il peut retourner dans son univers et devenir l'homme qui n'a jamais été. C'est une technique de reboot, en fait, quasiment. Que oui, bien sûr. Comme super-héros américain, quand une nouvelle équipe arrive et s'empare de l'univers. Oui, oui, mais technique, c'est un grand mot parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues instinctivement. Donc tout ça n'était pas prévu dans un cahier des charges dès le début. Il y a des choses où je me suis rendu compte après coup. L'éditeur a promis les 8 tomes d'office, a assuré qu'ils existeraient, que l'histoire serait allée jusqu'au bout. Tout ça, il y a eu cette confiance-là très importante. Et moi, ils m'ont mis dans une position super confortable en me disant prends le temps que tu veux, on est 100% disponible pour toi. C'est le rêve, surtout dans le monde actuel de la bande dessinée. Et quelque chose que j'avais pas eu l'habitude de voir avant, c'est j'ai eu le plaisir de lire le scénario, les 8 tomes, avant de commencer la première planche du premier tome. Donc on sait vraiment là où on va. Et ça, c'est un luxe que aujourd'hui est assez rare, j'imagine. En majorité, j'ai tout écrit d'une traite, en fait. En majorité, les albums de bande dessinée il y a un synopsis très rapide en général de l'idée de la série, mais derrière, le développement, il est rare qu'on ait plus du premier tome.
des gens comme moi qui ont écrit toute leur série avant, c'est juste, voilà, on est des exceptions égarées dans l'histoire de la BD. Et c'est vrai que c'est étonnant que vous l'ayez fait aussi, parce que c'est vraiment devenu très rare. Déjà pour des raisons économiques, tout bêtement, parce que écrire 8 tomes de bande dessinée à l'avance, c'est y consacrer, je sais pas combien de mois ou voire d'années ça t'a pris, mais 3 ans. Voilà. C'est très long, et donc il faut qu'un éditeur finance ça déjà. Oui, absolument. Ouais. C'est pour ça que je parlais de position confortable. C'était paradisiaque. Le choix d'avoir 2 dessinateurs, ça a été avant tout un choix pour pouvoir assurer un rythme de sortie important, ou il y avait une envie de laisser respirer les dessinateurs? Il y avait plusieurs choses en fait. Oui, il y avait les délais de publication certainement, parce qu'on voulait tout sortir sur l'espace de 4-5 ans, donc il fallait qu'il y ait du monde. Mais aussi au départ, ce qu'eux m'avaient dit, c'est fait 4 histoires séparées du Métabaron. Donc c'est bien qu'il y ait un changement de dessinateur, qu'on identifie bien les changements. Et en fait, moi, j'étais moins excité à l'idée, parce que je me suis dit, un personnage comme le Métabaron, qui est devenu ce monolithe de l'univers, il ne peut pas vivre des aventures. Il vit une aventure qui est celle de l'univers. On ne peut pas faire un truc où quelqu'un lui vole son Métabunker et qu'il doit le retrouver. Quoi. Il doit vivre c'est pas c'est pas un peu vexant de passer la main alors qu'on a mis 2 tomes à redévelopper un peu l'univers, etc. comme ça, même si on en comprend les raisons, hein, évidemment. Ah non, pas du tout, parce que c'était dans le contrat dès le début. Je le savais dès le début que j'avais mes 2 tomes à faire. Et même en le sachant, hein. Ouais. Oh bah non. Non, parce qu'en plus, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Nico, on a démarré pratiquement ensemble. Et j'aime bien raconter cette histoire parce que ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai commencé à dessiner une scène qui se passait dans un techno-conseil, donc un espèce de grand amphithéâtre avec des hommes politiques un peu partout. Et j'avais pas encore mis la couleur sur ces planches-là, et Nico a eu à la dessiner dès les premières pages, lui, cet environnement-là. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il l'a interprété à la couleur d'une manière que j'avais vraiment même pas imaginé dans mes rêves les plus fous. Et donc, je l'ai appelé, puis je lui ai dit, est-ce que ça te dérange? C'était bête comme question même, parce qu'on faisait le même univers, donc c'était normal qu'on soit cohérent. Mais je lui ai dit, est-ce que je vais reprendre ton design, parce que c'est excellent ce que tu as fait. Et il m'a dit, oui, pas de problème. Et donc du coup, tous les deux, il y a eu un espèce de communication graphique entre les deux. Et le travail de Nico est exceptionnel. Et vous êtes montré le travail en permanence En permanence, les mails, on est toujours ensemble. Quand j'envoie une plage à Jerry et aux Humanos, je l'envoie aussi à Nico. On est toujours en train de communiquer. Et donc c'est quelqu'un qui est humainement en plus qui est très agréable à travailler avec. Donc non, on le savait depuis le début. Ce qui n'était pas prévu, c'est que je revienne sur le 5 et 6 par contre. J'avais cru lire ça, puis je m'étais dit c'est moi qui avais mal compris. Donc en effet, tu devais pas revenir en fait. Et tu as insisté ou il a insisté? Non, en fait, on avait quelqu'un qui était très très bon, mais qui, on s'est rendu compte qu'il n'était pas fiable du tout. Et il s'est rendu compte aussi qu'il n'arriverait jamais à terminer la moindre page. On a des cases, on a un storyboard qui était bien, mais c'était des livres qui n'allaient jamais exister. Et comme à la limite on aurait pu perdre du temps si c'était les 2 derniers, mais là on ne pouvait pas perdre de temps parce que c'était les 5 et 6. Donc on a proposé à Valentin de reprendre le travail. Et tu as abandonné quelque chose ou en fait ça s'est fait avant que tu aies commencé un autre projet? Non, parce qu'ils ont bien joué le coup, ils ont coupé la jambe avant que tout le corps se gangrène. Ils m'en ont parlé, j'étais à la moitié du tome 2. Moi j'ai été très content de te voir revenir. Non, parce que t'as vraiment posé quelque chose. Moi je trouve vraiment que tu as vraiment réussi à monter la barre. Sur plein de terrains. Alors inévitablement on abandonne quelques autres combats quand on fait ça, mais tu as vraiment fait une proposition qui est tout ce qu'on pouvait souhaiter voir aujourd'hui sur le Métabaron, quoi. Et te voir partir derrière, il y avait un petit côté un peu déçu, parce que la seconde partie est bien, mais redevient la BD un peu plus classique. La proposition visuelle est un peu moins peinte, un peu moins en lumière et ce genre de choses, donc on retourne sur un récit plus classique, à la limite justement ce que j'aurais pu penser voir arriver sur le Métabaron aujourd'hui, quoi. Et alors heureusement ton comparse n'est pas là, comme ça je peux dire un tout petit peu de mal de lui malgré ça, et j'étais content de te voir revenir, et je pense que lui-même, sachant qu'en effet t'arrivais derrière, ça a dû aussi le motiver sur certains trucs. Je pense que t'as l'impression que ça vous a monté vers le haut tous les deux, d'être
en échange comme ça? Ah oui, ah oui, oui, oui. Et puis même là, il y a Sad Ribic, qui est un grand dessinateur aussi croate, mais qui bosse pour les Américains. Il est sur Thor, les Avengers, des choses comme ça. Comme Nico, son travail est exceptionnel. Alors nous derrière, on se dit bon bah ouais, faut pas. Moi j'ai pas intérêt de me craquer parce que sinon je vais passer pour un rigolo.